Bonjour à tous. Alors, j'ai commencé par un peu d'histoire. Donc, en 1687, Isaac Newton énonçait une des lois les plus célèbres de l'histoire de l'humanité, la loi de la gravitation universelle. Et en fait, pour presque s'excuser de son trait de génie, il a eu cette phrase que je trouve absolument admirable, qui est reprise dans une émission de radio actuellement, qui est « Si j'ai vu plus loin, c'est que j'étais monté sur des épaules de géants ». Et moi, une de mes convictions, c'est qu'en informatique, en fait, on est monté sur des épaules de géants, mais en fait, on ne les connaît pas, ces géants. Donc, il y a des gens, depuis une cinquantaine d'années, des praticiens, des scientifiques, qui ont défini des récurrences, qui ont identifié des patterns. Et en fait, ce qui me frappe, c'est que c'est une intelligence qu'on utilise assez peu dans nos projets. Donc, mon espoir aujourd'hui, c'est de partager, enfin, mon envie aujourd'hui, c'est de partager 7 lois que j'ai sélectionnées. Et mon espoir par rapport à ça, c'est qu'avec ces 7 lois, vous réussissiez tous vos projets, ce qui ferait que ce serait la session de l'USI avec le plus gros ROI. Alors je vais commencer par une loi que tout le monde connaît, c'est la loi qui fonde l'informatique quelque part, et c'est la loi de Moore. Ce qui est intéressant dans cette loi, donc elle s'énonce de la façon suivante, le nombre de transistors des microprocesseurs sur une puce de silicium double tous les 2 ans. Alors pour être précis, c'est la 2e loi de Moore. Il y a eu plusieurs formulations. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ce n'est pas sous cette forme-là qu'on la connaît de la façon la plus populaire. La façon la plus populaire, c'est toute ressource informatique, et vous mettez la ressource informatique que vous voulez, double de capacité à prix constant tous les 18 mois. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches, je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi on était passé de 2 ans à 18 mois. Mais voilà en fait la loi qui est utilisée dans les médias. Et alors cette loi que tout le monde connaît, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on l'a tellement vue qu'on ne la voit plus. Mais elle dit quelque chose d'absolument fondamental sur notre discipline. Ce qu'elle dit, c'est que le matériau de base sur lequel nous travaillons est en évolution permanente. Mais pas en petite évolution, c'est presque de la révolution permanente. Pour vous donner un exemple, c'est si vous placiez 100 € sur un compte en banque et que ce patrimoine augmente à la vitesse de la loi de Moore, en fait, vous seriez l'homme le plus riche ou la personne la plus riche du monde en à peu près 20 ou 25 ans. Donc finalement, on travaille dans une discipline où le sous-jacent de notre discipline, la technologie, est en évolution permanente, et donc ça nous impose à revoir en permanence les modèles sur lesquels nous travaillons. Alors, juste pour vous donner un exemple de ça, parce que finalement la loi de Moore, Ray Kurzweil en a pas mal parlé hier, juste pour vous donner un exemple de ça, c'est ce que disaient les apothicaires l'an dernier. On est capable aujourd'hui de faire des mémoires d'1 téraoctet. Donc des mémoires vives d'1 téraoctet. Ça veut dire, et je crois qu'il y a un intervenant qui l'a cité hier, ça veut dire que quasiment la totalité des bases de données des ERP dans le monde tient maintenant en mémoire vive. Donc vous imaginez bien qu'avec cette possibilité-là, la façon dont on peut concevoir les ERP peut être radicalement changée et qu'on peut revoir absolument complètement le modèle sur lequel on travaille. Donc cette loi de Moore, ça me paraissait intéressant parce que tout le monde la connaît de revenir là-dessus, mais de vous rappeler à quel point elle dit des choses fondamentales sur notre discipline. Alors à chaque fois, vous noterez que j'ai fait l'effort de signaler la date, pas toujours parce qu'il y a un cas où je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai fait l'effort de signaler la date parce que ce dont je vous parle, ce n'est pas des choses qui datent de 2004, 2005, 2003 ou des choses comme ça. Non, c'est des choses qui ont 40, 50 ans, 30 pour les plus récentes, et elles n'ont pas pris une ride. La deuxième loi que j'ai envie de partager avec vous, c'est, en clin d'œil à Newton toujours, une loi que j'ai appelée la loi de la gravitation communicationnelle. Donc c'est une loi qui est extraite des travaux de quelqu'un qui s'appelle Thomas Allen, et qu'on peut énoncer de la façon suivante. L'efficacité de la communication décroît exponentiellement avec la distance physique entre les personnes. Donc plus vous avez des planètes qui sont éloignées, moins la gravitation est importante. Plus vous avez des personnes qui sont éloignées, moins la communication entre ces personnes est efficace. Alors ça, on en a tous une conscience un petit peu intuitive. Ce que je vais vous donner, c'est quelques chiffres, parce que ce Thomas Allen a fait une courbe, donc exponentiellement décroissante. Et dans cette courbe, il apparaît que si votre poste de travail est séparé de 10 mètres du poste de travail d'un collègue, vous avez à peu près une chance sur 10, une probabilité d'une chance sur 10 d'échanger avec lui, de communiquer avec lui dans la semaine. Donc à partir de 10 mètres, vous avez une chance sur 10
de communiquer avec lui dans la semaine. Et en fait, ça décroît très rapidement, c'est-à-dire que si vous êtes distant de plus de 50 mètres, vous n'allez pas communiquer du tout avec lui dans la semaine. Alors, on pourrait croire que finalement la technologie a aboli les distances, c'est ce que disait Michel Serres. C'est vrai, mais ça n'a pas d'impact sur l'efficacité de la communication. C'est-à-dire que, en fait, cette loi, pour être exact, il faudrait la reformuler de la façon suivante. L'efficacité de la communication décroît exponentiellement avec la perception de la distance physique entre les personnes. Et il y a une autre expérience très très intéressante qui a été faite sur ce sujet, qui est, donc vous avez un observateur dans une salle, enfin un cobaye dans une salle, et il communique avec un expérimentateur qui est situé dans la salle d'à côté. Et il communique par instant messaging et par vidéoconférence. Et on fait croire à la personne observée qu'il communique tantôt avec quelqu'un qui est dans la même ville, tantôt avec quelqu'un qui est à l'autre bout du pays. Donc ça se passe aux États-Unis, donc côte est, côte ouest. Et on teste en fait sur ce sujet sa propension à collaborer, sa propension à dire la vérité et sa propension à trouver des compromis efficaces. Et ce dont on se rend compte, c'est que quand la personne observée a la perception que la personne avec qui il communique est à l'autre bout du pays, en fait, ça décroît considérablement. C'est-à-dire on collabore, on trouve des compromis et on dit la vérité beaucoup moins souvent quand on a la perception que l'autre est à grande distance. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce n'est pas une loi qui vient de l'informatique, c'est plutôt des gens qui ont travaillé en dynamique d'équipe. Je vous en parle parce qu'en fait, de plus en plus en informatique, on travaille sur des équipes distribuées. De plus en plus, on met en place de l'offshore. Et en fait, ce que je trouve frappant par rapport à ça, c'est qu'on oublie cette loi donc, qui est prouvée scientifiquement, que l'efficacité de la communication décroît avec la distance. Pour vous citer un chiffre, il y a des gens qui ont étudié la probabilité de succès des projets offshore en fonction par rapport à des projets colocalisés. Quand vous faites un projet en offshore, vous avez 20% de chances de moins de réussir votre projet. Donc vous commencez votre projet avec en fait, un handicap de 20% par rapport à la réussite de votre projet. L'autre point qui est important, c'est que de temps en temps, on est quand même obligé de faire de l'offshore. Et dans ces cas-là, quand on est obligé de faire de l'offshore, ce qu'il faut faire en sorte, c'est se souvenir que l'être humain, c'est quand même un animal social. Si vous voulez que la collaboration se passe bien, dans les trucs qui marchent bien, c'est faire en sorte que ces gens qui vont être amenés à collaborer dans la vraie vie se voient dans la vie physique, dans la vie réelle, se serrent la main, aillent dîner ensemble. Voilà, donc un sujet très intéressant. Pour ceux qui ont envie de creuser ça, il y avait un très bon post de blog il y a à peu près 2 ans maintenant sur notre site avec les sources de toutes les études qui mentionnent ça. La troisième loi que je veux partager avec vous, c'est la loi de Parkinson. Là non plus, c'est pas une loi qui a été énoncée par un informaticien, mais elle est très utilisée en informatique. Et elle s'énonce de la façon suivante: le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Quelque part, c'est la loi des gaz parfaits. Donc les gaz prennent tout l'espace disponible. C'est aussi la loi d'Aristote, la nature a horreur du vide. Et donc, ce qu'il y a derrière, c'est quand même un phénomène qui est assez amusant dans notre discipline, c'est que si vous dites que le projet doit livrer dans 1 an, vous avez à peu près aucune chance de le livrer avant. Vous avez des chances de le livrer en retard, vous avez des chances de le livrer à la date, mais vous avez à peu près aucune chance de le livrer avant. Alors en fait, en informatique, on connaît quelque chose qui s'appelle le syndrome du développeur. Un développeur a toujours fini à 80%. Donc vous lui posez la question, j'en suis à 80%. Vous lui posez la question 15 jours après, là je suis à 82%. Puis vous verrez que sa courbe de réalisation est à peu près asymptotique quand vous l'interrogez. Il y a un autre exemple que je peux vous citer, c'est le syndrome de l'étudiant. Donc vous avez tous passé, j'imagine, des partiels ou des concours dans cette salle. Et vous vous souvenez que quand vous aviez une échéance de ce type-là, vous ne vous mettiez pas à bosser 6 mois avant, quand vous aviez la date du concours ou du partiel, c'était plutôt 15 jours avant. Et donc ce qui marche en informatique, c'est le contrôle continu finalement. C'est arriver à faire en sorte que le gros projet, on va essayer de le découper en petites échéances rapprochées, parce que c'est ça qui va faire que les conséquences de cette loi de Parkinson vont se lisser.
on n'aura pas l'effet de prendre tout l'espace disponible pour le projet, et donc on aura un rythme de travail beaucoup plus continu. Donc loi de Parkinson, que vous pouvez trouver assez régulièrement, citée en informatique, pour décrire des phénomènes sur les projets. La troisième loi, la loi de Little, ça n'est pas non plus une loi informatique, c'est une loi qui vient de la théorie des files d'attente, donc une théorie assez mathématique. Et en fait, cette loi est passée par le lean management, très utilisé en lean management, 1961. Et donc, elle s'énonce de la façon suivante: le délai est proportionnel à l'encours et au temps de cycle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le délai, vous pouvez mettre time to market, ou le délai entre le moment où vous avez une idée et le moment où vous mettez cette idée en production. Proportionnel à l'encours, l'encours, c'est la somme de travail que vous avez à gérer en parallèle. Et le temps de cycle, c'est finalement à quelle fréquence vous livrez des choses. On pourrait discuter du temps de cycle. Je vais faire la version courte, donc je vais vous parler que de l'encours. Donc, si vous voulez gagner en time to market, vous avez plusieurs options. Il y en a une qui peut être, on va rajouter un BPM, parce que le BPM, ça va permettre d'être plus réactif, plus agile et tout ça. Puis l'autre solution, une quick win, très efficace, c'est vous prenez tout ce que vous avez à faire en ce moment, vous en mettez la moitié à la poubelle et vous vous concentrez sur le reste. Et ça va avoir un effet mécanique sur votre time to market. Alors, on sent intuitivement qu'il y a quelque chose qui joue là. Avec ce que je vous ai dit, vous n'arrivez peut-être pas forcément à mettre des conséquences dessus, donc je vais vous l'illustrer sur un exemple que tout le monde peut vivre. C'est la gestion de la boîte mail. Donc si vous avez en permanence dans votre boîte mail 100 messages, vous vous efforcez d'en avoir plus que 10, le temps de réaction, votre temps moyen de réponse sur vos mails, ça va être divisé par 10 quand vous allez diminuer votre encours. Et ça marche sur les projets. Moins vous en faites en parallèle, plus votre débit sera rapide et plus en fait vous allez accélérer votre time to market. C'est vraiment très très efficace et c'est une piste qu'on explore assez peu en informatique alors qu'elle est, c'est presque miraculeux comme recette. La cinquième loi, c'est la loi de Meskiman. Alors en fait c'est une loi qui est un petit peu ironique pour le coup. Elle s'énonce de la façon suivante: on n'a jamais le temps de bien faire les choses, mais on a toujours le temps de les refaire. Et elle est assez vraie en informatique. Ce qu'elle cache derrière cette loi, c'est finalement un principe que les développeurs expérimentent assez régulièrement au quotidien. Et ce principe, c'est la qualité n'est pas négociable. Quand on commence à transiger sur la qualité du code, en général, c'est des choses, c'est de la dette. Il y avait une session sur la dette hier. C'est de la dette qu'on va payer cash et avec les intérêts quelques années après. Quand on transige sur la qualité, finalement, alors c'est marrant parce qu'on avait une expérience assez amusante il n'y a pas très longtemps chez Octo. Donc on a fait un startup week-end sur un projet interne. Donc il y a des gens qui ont développé pendant 2 jours. Et je discutais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui avait repris ce que les gens avaient développé pendant ces 2 jours et qui veut en faire un projet sur le long terme. Et il disait, mais pendant 15 jours, on s'est posé la question de est-ce qu'il fallait qu'on jette ce code et qu'on le refasse. Et à la fin des 15 jours, on a fini par jeter ce code et à le refaire parce que le code avait été fait dans une telle urgence qu'on ne pouvait plus le stabiliser pour en faire quelque chose de viable. Et je pense que beaucoup d'entre vous dans cette salle ont des expériences qui sont similaires à ça. Donc en général, et là encore dans le lean, c'est quelque chose qu'on dit aussi, la qualité est quelque chose de très important. Et donc en industrie, dans le lean, on essaye de faire du BPM, du bon du premier coup, du BPC, pardon, du bon du premier coup. La 6e loi, la loi de Brooks. Alors celle-ci aussi, elle ressemble un peu à une blague de machine à café. Elle s'annonce de la façon suivante: ajouter des personnes à un projet en retard accroît son retard. Qui connaissait cette loi dans la salle? Qui en avait déjà entendu parler? D'accord. Alors, en fait, on a l'impression que c'est une joke, mais ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait que quand on fait des projets agiles, on a quelque chose de très intéressant qui est qu'on a des points de mesure à intervalles réguliers, donc à chaque itération. Et on est capable de mesurer la vélocité
à chaque itération. Et donc, sur nos projets, on a eu l'occasion de vérifier de façon expérimentale cette loi à maintes reprises. Quand vous rajoutez quelqu'un dans l'équipe, le premier effet que ça a, c'est de dégrader la vélocité globale de l'équipe, pas la vélocité moyenne individuelle. C'est-à-dire que vous rajoutez des gens, vous dégradez la performance de l'équipe. Elle va moins vite à l'instant d'après. Et d'après ce qu'on constate comme dynamique, en fait, on a souvent 2 mois, voire 3 mois avant que la vélocité, enfin le gain de l'ajout de personnes se constate sur la vélocité de l'équipe. Donc avec des dynamiques qui peuvent être assez longues. Donc si vous êtes en retard, que vous rajoutez des gens en mode panique sur votre projet, vous allez aggraver votre douleur en fait. Et je vais finir par ma préférée, la loi de Conway, 1968. Alors, la formulation originale est un peu compliquée, je vous la lis. Les organisations qui conçoivent les systèmes sont contraintes de produire des modèles qui sont des copies de leur propre structure de communication. Je vous en propose une version qu'on trouve qui n'est pas celle que Conway a dit, mais qui, je pense, reflète l'esprit. C'est tout logiciel reflète l'organisation qu'il a créée. Et alors la première fois que j'ai vu cette loi, j'ai trouvé ça intéressant, puis je l'ai revue, et puis je l'ai revue, et puis j'ai commencé à me rendre compte de la puissance de ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est que finalement, pour agir sur du logiciel, le moyen le plus efficace, c'est pas la technologie, c'est finalement l'organisation. Alors je vais vous donner un exemple, on est assez régulièrement consulté par des gens qui disent « aidez-moi à rendre ma DSI plus agile ». Et du coup, dites-moi s'il vaut mieux que je fasse une architecture SOA, et donc qui attendent qu'on propose finalement des solutions techniques. Et bien, en fait, plus je fais de l'informatique, et plus j'ai l'impression que ce qui va faire l'efficacité de ce qu'on va produire, c'est pas finalement travailler sur la solution technique, c'est travailler sur l'organisation et la culture. Après, il n'y a pas de solution miracle. Je pense que c'est aussi quelque chose de très long, avec des cycles qui sont longs. Michel Serres en parlait tout à l'heure, c'est peut-être qu'il faut attendre qu'une génération parte pour pouvoir influer sur la culture. Donc ce n'est pas une solution miracle. Mais en revanche, ce que dit la loi de Conway est vraiment très puissant par rapport à ce qu'on fait, parce que les logiciels sont le résultat de notre culture. Voilà, j'ai fini avec les 7 lois. Donc vous pouvez les ignorer. C'est comme la loi de la gravité, on peut essayer de la défier. Après, de temps en temps, ça peut jouer des tours. Et surtout, c'est court, 20 minutes. On pourrait parler assez longuement de ces sujets. Moi, ce que j'ai envie, c'est de vous donner l'envie, justement, de prendre conscience et de transmettre. C'est-à-dire que je pense qu'on souffre dans notre discipline du fait qu'on ne s'appuie pas assez sur la sagesse des anciens. Il y a des ruptures, des nouvelles technologies qui masquent en fait les récurrences profondes de notre secteur, et que si on utilisait plus la culture des gens sur lesquels on est monté, eh ben, on ferait peut-être de l'informatique plus belle et on verrait probablement plus loin. Je vous remercie.